Genève 94, on sait bien qu'à Villejuif, il y a l'Institut Gustave Roussy, on va aller voir ça. Frédéric Kurt, on vous a doublé votre nom, CFO et chef des relations avec les investisseurs, on va dire en français, de Paris-Saclay Cancer Cluster, et Hajar Bailly, directrice opérationnelle du CMQ, on a parlé de celui de l'industrie tout à l'heure, campus des qualifications, là pour la santé et l'autonomie, et c'est un sujet que vous connaissez bien, porté par l'université. Alors, on a pas mal de choses à discuter ensemble. On va commencer avec vous, Pierre Garzon. On va partir du territoire de Villejuif, où c'est un territoire de santé, finalement. Il y a trois hôpitaux. Je crois qu'ils n'ont pas toujours été très, je ne sais pas, coopératifs ou ce sont... Non, mais bon, voilà, les choses changent. Décrivez-nous pourquoi et comment, historiquement, c'est un territoire de santé. Et puis, on va se projeter dans l'avenir avec vos collègues de table ronde. Bonsoir, merci. Oui, Villejuif, c'est une ville de santé, 3 grands hôpitaux, beaucoup de laboratoires, un écosystème de santé déjà très présent historiquement. Historiquement, c'est 2 hôpitaux principalement, c'est Paul Brousse, c'est Paul Guiraud, c'est un territoire... Pourquoi j'ai dit 3 ? Vous avez raison sur les 3, je dis historiquement, je remonte au siècle dernier, 2 hôpitaux. J'avais un doute soudain. Paul Brousse et Paul... Non, vous n'êtes pas trompé. Et Paul Guiraud, c'est l'histoire de la banlieue. Les rives de la Seine ont été dédiées à l'industrie, nous on n'avait pas les fleuves, on était sur le plateau et très exposés, loin des yeux, loin du cœur, les malades on les éloignait de la ville, et à l'époque Villejuif est une bourgade, et donc on a placé 2 hôpitaux. Et puis les hôpitaux c'est du soin et c'est de la recherche, on a eu le plaisir de... Non, je ne l'ai pas connu, mais Gustave Roussy était chercheur, notamment à Paul Brousse. Ses laboratoires étaient là, il a développé évidemment des pans entiers utiles à la médecine et notamment en oncologie. Il a dû sortir de Paul Brousse trop petit pour accueillir, et derrière l'histoire c'est l'Institut Gustave Roussy, donc vous avez bien raison, 3 hôpitaux aujourd'hui et foisonnement de laboratoires de recherche. Je pense évidemment au Grand Labo, je pense au CNRS et à l'INSERM, mais l'enjeu c'est de franchir un cap nouveau et de préfigurer ce qu'il nous faut dans la lutte contre le cancer notamment, et le placement de la France. Voilà. Sur... non, mais, bon, pardon, hein, c'est pas, mais on est touché de près ou de loin par le cancer, mais vous m'avez fait un peu peur en disant que les chiffres augmentent plutôt, qu'en 2030, ça serait un tiers, c'est ça, de la population qui pourrait être touchée ? Le président Chirac, à l'époque, avait dit que ce serait la maladie du siècle. Alors, on était au XXe siècle, on est passé au XXIe. C'est effectivement le cas, c'est une des maladies aujourd'hui qui est du monde industriel, qui est témoin, je le raccroche à l'atelier juste avant, aussi à notre mode de développement, à notre mode de consommation. Et donc, nos pays riches ont développé l'opulence d'une part, mais aussi son pendant, qui est une maladie qui est très liée à nos modes de vie, nos modes de consommation, donc, et de production, donc le cancer. Et donc on est à peu près, il y a quelques années encore, un Français sur 4 qui est atteint du cancer. Ça va continuer de progresser, disent les chercheurs. L'enjeu, c'est que l'on progresse plus vite que la maladie, et donc que l'on soit en situation de faire face à cette maladie qui tue évidemment, et à défaut de tuer, qui déstructure, brise des vies, et en tout cas stresse incontestablement les malades et leur entourage, leur famille. Encore quelques chiffres, décidément je vous en demande beaucoup, mais l'Institut Gustave Roussy est connu internationalement. Il est placé comment par rapport à d'autres institutions dans d'autres pays? C'est la fierté du territoire, de la ville. L'Institut Gustave Roussy est classé au top 5 des hôpitaux dans la lutte contre le cancer. Mais ce n'est pas une position de confort, c'est une position qui nécessite en permanence de se renouveler, de se donner les moyens de maintenir et de continuer de progresser dans ce classement mondial. Pas parce qu'il s'agirait de faire une compétition pour la compétition, mais parce que je dis, c'est une maladie qui est aujourd'hui qui touche un très grand nombre de personnes, qui en touchera de plus en plus, et qui brise des vies, et sur lequel il faut absolument agir. Alors,
Il est question d'accélérer la recherche, on va en parler avec Frédéric, de vraiment essayer d'avoir au maximum, localement, un super écosystème qui fait que les choses sont facilitées. Parlons de ce grand parc. Donc votre campus, si j'ose dire, est au sein de ce grand parc. Expliquez-nous un peu comment s'emboîtent les choses. Alors, Paris-Saclay Cancer Cluster est au sein de Campus Grand Parc, qui est une ZAC qui a été créée maintenant il y a 12 ans, qui est sous la responsabilité du territoire Grand Orly Seine-Bièvre, pilotée par l'aménageur SADEF 94. L'enjeu, c'est effectivement développer, de répondre aux besoins de l'écosystème santé, création de 150 000 m² dédiés à la santé, 150 000 m² nouveaux dédiés à la santé, dans des équipements les plus modernes qu'ils soient, on le souhaite évidemment. C'est un aspect des choses. Mais comme maire, très vite, en écoutant les acteurs de santé, à l'évidence, l'enjeu d'attractivité du territoire passe par la capacité à répondre aux besoins des laboratoires et des startups et du monde de l'innovation en biosanté et en pharmacie. Mais ça ne suffit pas. Un des enjeux est là très clairement de la responsabilité d'un maire et du président de territoire, c'est que l'attractivité se joue aussi sur les commodités, sur la conception du quartier qui va être mis à disposition. Vous pour qu'on y trouve tous les services oui, que l'on a en droit d'endroit. Ouais. Il faut pouvoir y vivre. C'est-à-dire que les chercheurs, en particulier dans le domaine du cancer, évidemment, ils veulent le dernier cri de la machine à imagerie médicale, etc., et tout ce qu'il faut pour bien travailler. Ils travaillent sur des métiers difficiles et ils ont besoin de souffler, aller, je le dis trivialement, mais aller boire un coup, se rencontrer, aller au théâtre, aller rejoindre Paris, aller à Orly pour aller au prochain colloque ou rencontrer les collègues du laboratoire un peu plus loin. Certes, il y a la vidéo et aujourd'hui les liaisons Internet, mais la recherche, on voit bien, c'est pour ça qu'il y a une notion de cluster, c'est l'interaction permanente sur des objets de recherche qui se rencontrent, qui se confrontent, qui se frictionnent et qui créent l'énergie dont on a besoin pour imaginer, trouver, proposer, produire. Cette ville, vous l'imaginez aussi, enfin, dans ces environnements-là où il y aura donc les chercheurs qu'on veut absolument garder là, vous imaginez aussi les habitants de villes juives, enfin, vous voulez un maillage de tout le monde, quoi. C'est tout le défi. Vous savez, quand je suis allé rencontrer à l'époque, avant qu'elle soit ministre, Madame Retailleau, qui était présidente de l'université Paris-Saclay. On est en mars 2020, on n'est pas en mars 2020, on est en septembre 2020, et elle me fait le récit de ce qu'elle a vécu sur le plateau de Saclay. Donc, on n'est pas encore chercheur, on est au début et on est étudiant. On a créé un magnifique, l'État a créé un magnifique campus, mais on va se le dire, rien contre l'Essonne, on n'est pas dans la compétition, mais on est au milieu des champs, et quand tout s'est fermé, elle dit c'était un drame, parce que les étudiants étaient enfermés, coupés du reste du monde, sans activité, sans capacité, et avec un nombre dramatique d'étudiants qui ont sombré dans la dépression et qui ont quitté le parcours qui était le leur. Là, on est en ville. C'est un campus, certes, mais on est en ville. Donc il s'agit à la fois de répondre aux besoins de santé, de recherche, d'innovation, pour placer notre pays en situation de non-dépendance et donc de souveraineté en matière de recherche et de production en matière de santé. Mais il s'agit aussi de répondre aux besoins de la ville elle-même. Il y a déjà des habitants, il y a 60 000 habitants à Villejuif, il y aura probablement plus parce qu'on va continuer d'en accueillir, mais il faut poursuivre le développement de la ville. Et c'est un atout de ne pas concevoir les choses en silo, en campus fermé. On est bien dans un quartier parce que ça fait partie de la problématique des chercheurs que d'avoir des espaces de vie, des espaces de récréation, des espaces de culture qui permettent, quand on quitte le laboratoire, de se retrouver à quelques pas de à peu près tout ce dont on a besoin pour tout simplement bien vivre, être bien dans sa vie. Voilà. Alors, puisqu'on parle des chercheurs, ils sont vraiment au cœur de toutes nos attentions là. Vous m'avez parlé du cas d'un chercheur qui était... parce que
devant l'Institut Gustave Roussy. En gros, si on se met le graphe, il y a Boston et le MIT, etc. Enfin, cet écosystème-là, Frédéric va nous en parler dans un instant. Mais vous avez le cas du chercheur qui est parti aux États-Unis, appâté évidemment, probablement par une rémunération qui va bien, le prestige, etc. Et qui est revenu pour une raison quand même hyper intéressante. C'est la question que je lui posais. C'est un chercheur qu'on m'avait présenté par le doyen de la faculté de médecine et qui racontait ce jeune chercheur très prometteur, déjà très bien identifié dans son milieu, donc parti, comme les très bons chercheurs, se former et se construire aussi un carnet, une expérience à Boston. Et quand je lui demandais, mais alors vous êtes bien mieux payé là-bas, vous avez le dernier cri de ce qu'il faut quand on est chercheur pour pouvoir bien travailler, mais alors qu'est-ce qui vous a fait revenir ici? Il me disait une chose qui m'a toujours marqué, que je répète à l'envie, il dit, mais au fond, notre matière, c'est le patient, c'est le data, c'est l'accumulation des données qui nous permettent de comprendre une maladie qui n'est pas, contrairement à ce que l'on dit et ce que l'on a cru longtemps, 4-5 grands cancers classifiables en grandes familles, et puis une fois qu'on a trouvé pour l'un, on aurait trouvé la solution. En fait, des cancers, on a à peu près chacun son cancer, pour faire simple et pour faire court de ce que j'ai compris, je ne suis pas médecin. Mais voilà, l'enjeu est une lutte de cartographie, de compréhension de chaque modèle de cancer quand un individu le développe. Et donc, la question du data, excusez-moi de parler comme ça, mais donc du patient est important. Et dans notre pays, il se trouve que nous avons un modèle social qui fait que quand on est malade, on est soigné, il y a la sécurité sociale. La sécurité sociale, oui. Voilà. C'est pas vrai aux États-Unis. Si vous avez un cancer, selon que vous soyez pauvre ou riche, vous n'avez pas le traitement et la chimio. La chimio, ça peut monter en dizaines de milliers d'euros, telle ou telle poche, la poche, le liquide qu'on vous injecte, quelques dizaines de milliers d'euros, une. Vous savez que vous êtes suivi sur des semaines, des mois, parfois des années. Donc évidemment, on oublie notre système social, mais notre système social, il a une vertu, c'est de soigner tout le monde. C'est quand même pas rien dans le monde. Mais du coup, c'est d'offrir aux chercheurs une base de données qui est inédite par rapport à n'importe quel autre chercheur dans le monde qui n'a pas accès à cette base de données des patients que nous sommes. Et donc c'était l'objet de son retour, mais il disait aussi l'environnement. Il disait à Boston, on est des rats de laboratoire, là on est quand même des juifs, on revendique les juifs, on n'est pas un quartier de Paris, on n'est pas loin de Paris, on l'assume aussi, on en est fiers. Bon mais voilà, on est à 2 pas de l'aéroport, on est connecté, 3 lignes de métro, une ligne de tramway, c'est une station qui est extraordinaire pour le développement d'un modèle nouveau. Apparemment les prix de l'immobilier ont bien monté, hein, mais ça c'est un autre sujet. Ils ont beaucoup monté, on a mis en place une charte de la construction pour limiter justement les effets d'aubaine et de spéculation avec l'arrivée du métro, et on a déjà des signes intéressants qui ralentissent la courbe et contenir, parce que sinon, vous voyez, sur un sujet comme ça, on s'est battu avec Michel Leprêtre et à l'époque le président Favier pour déplacer la gare du Grand Paris Express, qui initialement n'était pas au pied de Gustave Roussy. Elle était plus vers le centre-ville. Il fallait sacrément, de la vision et du courage politique, quand on émerge, je pense à ma prédécesseur, Mme Claudine Cordiot, pour dire que finalement, on ne va pas faire le choix d'une gare qui répondrait pourtant plus immédiatement aux besoins de la population, mais on va la mettre tout près de Gustave Roussy, parce que ici, il faut que notre pays mette les moyens pour développer et faire en sorte qu'autour de Gustave Roussy, on ait un immense domaine de spécialisation et de pointe de haute intensité en innovation dans la lutte contre le cancer. Ce petit déplacement de quelques centaines de mètres, 500 mètres de mémoire, c'est quand même un surcoût de 60 millions d'euros assumé par la Société du Grand Paris pour rendre possible aujourd'hui ce dont on parle, ce qui n'aurait pas été du tout la même chose s'il n'y avait pas eu évidemment cette gare d'interconnexion. Formidable. Alors, puisqu'on parlait de Boston juste avant, je me tourne vers Frédéric Kurth, parce que finalement, la référence, c'est ça, quoi. C'est ce lieu qui est né entre le MIT et Harvard, c'est ça?
Et Cambridge. Et où se sont développés des start-up, des lieux de recherche. Racontez-nous un peu. On se fait le petit modèle américain, mais après on revient vite dans notre territoire, ok? Ce lieu s'appelle Candle Square. C'est effectivement un lieu qui est à côté du... Je vous entends pas. Pardon. Ah oui. Merci. Oui, ce lieu s'appelle Candle Square. C'est un lieu qui est à côté de Boston, effectivement entre Cambridge et le MIT. Et dans les années 60, la NASA, qui occupait des terrains là-bas, abandonne ces terrains. Et c'est une friche industrielle. Et comme quoi les friches, ça donne des choses. C'est une friche industrielle et quelqu'un a l'idée d'y installer, le mètre carré ne coûte pas très cher, et d'y installer des laboratoires. Et puis ça s'est agrégé. Il y a 2 centres d'excellence, le MIT et Cambridge de l'autre côté. Et ça a attiré les chercheurs du monde entier. Et aujourd'hui, Candle Square, on dit que c'est le mètre carré le plus innovant dans les domaines des sciences de la vie. Donc c'est un lieu extrêmement innovant. La bonne nouvelle, c'est qu'en termes de recherche fondamentale, de publication en oncologie, vous avez Boston, et juste derrière, il y a Paris, la région parisienne. Donc on est excellent en recherche fondamentale. Alors, excellent en recherche. Après, peut-être un tout petit peu moins pétulant en nombre de brevets, et puis après, il y a encore un petit peu de perte en commercialisation. Effectivement, en fait, c'est un peu le drame de la France, et c'est le sujet de ce soir, sur l'industrialisation. On est excellent en recherche fondamentale, donc je le disais, 2e en termes de publication en oncologie. En revanche, en termes de brevets, c'est-à-dire lorsqu'on transforme une découverte en propriété intellectuelle qui va permettre d'en faire un médicament et une exploitation commerciale, on tombe à la 13e place. Donc on passe de 2e à 13e. Et puis encore plus dramatique, quand il s'agit de créer une entreprise, de lever des fonds pour financer une start-up qui va développer le médicament dont on a eu l'idée initialement en France, eh bien la France se place au 30e rang. Ça veut dire en fait qu'on a des chercheurs géniaux qui vont avoir des idées fantastiques pour lutter contre le cancer, et monsieur le maire l'a dit, c'est un sujet majeur, fondamental, c'est la maladie du XXe siècle, ça sera la maladie du XXIe siècle, et pour autant, les chercheurs français n'arrivent pas à transformer ça en médicament. Alors, il y a aussi que le chercheur français, il est quand même plus fier d'avoir une publication prestigieuse, c'est ça, que de monter une boîte avec d'autres chercheurs. Il y a des modèles qui sont peut-être moins stimulant pour eux. Alors il y a beaucoup de raisons. Si la raison était simple, la solution aurait été trouvée, et le Paris-Saclay Cancer Cluster que je représente ce soir n'existerait pas. Donc effectivement, il y a pour les chercheurs français une carrière académique, c'est ce qu'il y a de plus prestigieux, et c'est plus important pour un chercheur de publier que de créer une start-up. Il faut savoir que à Boston, quand vous travaillez à Cambridge et que vous êtes chercheur à Cambridge, donc universitaire, vous avez l'obligation, on vous le demande, de passer une journée tous les 15 jours ou toutes les semaines dans une start-up, dans une entreprise. Et donc il y a des liens extrêmement ténus, extrêmement serrés entre le privé et le public. Et pour un chercheur de Cambridge ou du MIT, c'est important de passer du temps en entreprise. C'est moins le cas pour les chercheurs français, mais ça change en fait. Ça change. Alors justement, et vous êtes là pour accélérer le changement, expliquez-nous ce que le Paris-Saclay Cancer Cluster va changer. Comment vous allez accélérer les contacts, les mises en relation? Il y a évidemment des questions de financement aussi. Alors le Paris-Saclay Cancer Cluster, c'est une fondation qui a été créée par Gustave Roussy, dont monsieur le maire a rappelé quelle était la place dans la lutte contre le cancer, Sanofi, le laboratoire, l'INSERM, l'Institut Polytechnique de Paris et puis l'Université Paris-Saclay. Je disais qu'à Boston, en fait, l'excellence de Boston était née entre Cambridge et le MIT. Nous, là, sur ce territoire du Grand Orly-Seine-Bièvre, nous avons l'Université Paris-Saclay à côté et nous avons l'Institut Polytechnique de Paris, Gustave Roussy, l'INSERM et, monsieur le maire l'a dit, le CNRS. Donc en fait, on concentre là sur un territoire très étroit, les 5 fondateurs du PSCC, et un territoire dans lequel ces acteurs se réunissent. Alors comment en fait l'innovation, ce soir le thème c'est l'innovation et l'industrialisation, ces 2 thèmes qui sont extrêmement liés. Comment est-ce que l'innovation naît? Il y a quelqu'un qui a une idée quelque part dans un laboratoire, mais pour que cette idée devienne un jour un médicament, il va s'écouler 10 ans environ. En moyenne, 10 ans, il faut dépenser 1 milliard d'euros. On a peut-être été un peu faussé ces dernières années parce qu'on a vu certains vaccins sortir très très vite dans une situation d'urgence dingue.
Mais c'est vrai que sinon, c'est 10 ans, quoi. C'est 10 ans, c'est beaucoup d'argent, 1 milliard d'euros, et puis c'est beaucoup de compétences très différentes. Vous avez un chercheur académique qui est lui-même issu de l'excellence académique française, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis ça se décline tout au long de la recherche pour aboutir à un médicament en jour avec de la clinique, et Gustave Roussy est absolument fondamental. Pouvoir faire un essai clinique à Gustave Roussy, c'est un accélérateur formidable pour une start-up ou pour un médicament. C'est des chercheurs de très haut niveau, c'est des médecins de très haut niveau qui vont aider les start-up dans leur protocole et à calibrer leurs recherches. Et puis vous avez des investisseurs qui vont croire au projet et qui vont mettre de l'argent, beaucoup d'argent à un essai clinique. C'est plusieurs centaines de millions d'euros. Même en phase 1, il faudrait réunir plusieurs dizaines de millions d'euros pour faire un essai clinique. Donc il faut de l'argent, il faut beaucoup d'investissement. Il faut des industriels, et c'est pour ça que c'est très important d'avoir auprès du Paris-Saclay Cancer Cluster des industriels qui nous rejoignent, parce que aujourd'hui, 80% de l'innovation est faite dans des startups. Donc les médicaments qui sont aujourd'hui utilisés contre le cancer, ils viennent à 80% de startups. Mais une startup tout seul, compte tenu des montants qu'il faut développer, qu'il faut employer, 1 milliard d'euros pour développer un médicament, c'est-à-dire au moment en fait où vous avez l'autorisation de mise sur le marché, 10 ans pour tenir en fait, sans aucun revenu, puisque une start-up qui développe un médicament n'a pendant ce temps aucun revenu, il faut des industriels qui prennent le relais. Et donc, ce qui est en train de se créer au pied de Gustave Roussy, dans ce cluster, alors le mot est un peu malheureux depuis la crise Covid, mais ça veut dire rassemblement, c'est ça au départ, mon anglais, mais c'est rassembler au même endroit tous les acteurs de l'oncologie qui vont développer leurs compétences. Et Monsieur le maire le disait, l'innovation, ça naît de la rencontre de tel ou tel chercheur avec tel ou tel industriel qui va lui dire « je pense que ton idée est la bonne, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur ce terrain-là ». Comment vous mettez les gens en relation aussi pour accélérer, quelquefois pour accélérer la recherche, il faut pouvoir rencontrer telle personne, etc. Et vous avez les noms, vous avez le réseau. Exactement. Parmi nos fondateurs, on a été rejoint depuis par Unicancer, par l'Institut Curie, par la PHP, et donc on a accès au travers et de l'université, et de nos fondateurs, et de ces hôpitaux, aux meilleurs experts, en tous les cas en France, et Monsieur le maire l'a dit, Gustave Roussy, 3e hôpital mondial, 1er hôpital en Europe de lutte contre le cancer. Donc on a sur ce territoire les meilleurs chercheurs dans le domaine. Et le Paris-Saclay Cancer Cluster, grâce à l'implication de ses fondateurs, permet de mettre tel ou tel chercheur en contact avec la personne, le spécialiste de la molécule ou du type de cancer. Et Monsieur le maire l'a dit, il y a autant maintenant de types de cancer que d'individus. Eh bien, on va pouvoir mettre en contact le chercheur qui est en train d'identifier une cible avec le meilleur expert de son domaine. Et il va gagner 6 mois, 1 an. De la même façon, rencontrer quelqu'un chez Gustave aussi qui va vous dire votre modèle animal que vous êtes en train de développer, puisque pour développer un médicament, il faut d'abord passer par l'animal. Si vous faites ce modèle animal, vous allez vous planter. Et pour une start-up, se planter, c'est pas 2 ans et autant d'argent, et donc c'est peut-être la mort du projet. Et en fait, le PSCC permet de mettre en contact, et l'innovation, ça naît comme ça, ça naît de contact de gens qui se rencontrent et qui ont l'occasion d'échanger ensemble, et le PSCC naît comme ça, permet de mettre en contact des chercheurs. Vous avez déjà alors il y a peut-être des choses très très confidentielles, mais je me demandais s'il y avait déjà des exemples de mise en relation ou de choses que vous avez vu se faire qui présagent de oui, vos oui, on a plusieurs projets qui ont sollicité l'aide du Paris-Saclay Cancer Cluster. Alors on est tout récent, c'est une fondation on vient juste d'être transformé en fondation, on a moins d'1 an, on a tout juste 1 an, donc on est tout jeune. Mais on commence déjà à mettre en contact des startups ou des projets en sens général, parce qu'on n'aide pas que des startups, on peut aider des projets qui viennent nous solliciter. Et là, on a une startup qui nous avait sollicité, qu'on a mis en contact avec un spécialiste de Gustave Roussy. Ça a fonctionné. Gustave Roussy a accepté de tester le médicament et d'échanger avec cette startup. Donc ça peut donner une solution un jour. On a de la même façon l'université Paris-Saclay et l'un de nos fondateurs. Elle donne de son expertise, les chercheurs de l'université acceptent de passer du temps avec les projets. Ils ont accepté de prendre en formation 2 chercheurs en fait, de Reims qui sont venus passer du temps à l'université Paris-Saclay, et de la même façon en fait ça a donné quelque chose. Donc on a ça, on a aussi des startups à l'étranger, américaines, sud-américaines aussi, plusieurs startups américaines qui veulent revenir, et Monsieur le maire l'a dit, effectivement la data en France c'est absolument formidable, on a énormément de données, la donnée c'est l'avenir de la recherche en oncologie, grâce au Bazomet, Monsieur le maire l'a dit. En fait, il va être possible de faire des recherches, éventuellement sans même faire d'essais cliniques. On pourra stimuler en données les essais cliniques.
Et donc il y a des startups américaines qui nous contactent pour revenir en France et on les aide dans leur démarche pour s'installer sur le cluster. Je pense que c'est vraiment une image que je garderai à l'esprit de ces échanges. C'est le cas de celui qui revient en France, c'est le Graal. Une réaction, oui. Réagir sur la notion de rencontre. Ça pousse même l'aménageur. Tu n'as pas le micro bien. Pour le coup, c'est un peu fort. Je vais rebaisser mon volume à moi. L'aménageur et les architectes à réfléchir les lieux pour qu'on se rencontre. C'est-à-dire que là, on a évoqué l'SCC, ça va être de mettre les bonnes personnes qui, pas arbitrairement, qui a priori seraient dans ce lieu concentré, susceptibles de se rencontrer pour faire progresser la recherche. Mais on pousse plus loin la réflexion, c'est que ça a modifié, j'ai vu des projets d'architecture se modifier pour faire en sorte que là où vous avez plusieurs sociétés dans un même bâtiment, on aurait cherché en temps normal à faire chacun son entrée, son adressage, etc. Là, on déstructure le tout pour que la machine à café soit commune à tout, que l'ascenseur, on se croise pour essayer de rencontrer, en se disant sur quelque chose qui a existé, en fait, qui est aussi un sujet d'observation de Boston et d'autres lieux comme ça, qui est parfois aussi, c'est le hasard qui génère la rencontre utile au développement, à une idée. L'effet machine à café. Voilà, l'effet machine à café se traduit y compris urbanistiquement en termes d'aménagement. C'est le défi pour nous, pour essayer de se dire, voilà, c'est un bouillon de culture au sens noble du terme, d'intelligence, il faut le favoriser à tout prix, et donc faire en sorte que les lieux se conçoivent aussi comme cela. Alors, je garde un petit peu l'œil sur la montre. Je suis sûre que vous commencez à avoir envie d'une petite coupe et de célébrer toutes ces belles initiatives. Je me tourne vers vous, Germaïli, et on change peut-être un petit peu d'angle sur la santé, mais quoique toutes ces choses-là sont connectées. Vous êtes ergothérapeute de formation. Vous avez travaillé à la direction qualité d'un hôpital, hein, si j'ai bien compris. Vous avez vraiment observé des déperditions dans la communication et façon de collaborer. J'avais envie de le placer parce que là, vous dirigez ce campus des métiers, mais vous avez cette expérience personnelle qui vous a fait voir des choses en situation. Racontez-nous un peu comment ça nourrit votre travail aujourd'hui. Et puis, bien sûr, on va présenter ce campus des métiers et des qualifications spécial santé et bien vieillir, c'est ça ? Donc je vais commencer par la fin de votre question. Je vais d'abord présenter le campus des métiers et des qualifications qui a en réalité été présenté par Sophie Hull. Donc notre campus des métiers et des qualifications d'excellence est un groupement de plusieurs acteurs. Et ces acteurs se sont engagés ensemble à développer la filière de la santé, de l'autonomie et le bien vieillir. Ces acteurs sont à la fois des partenaires des organismes de formation, sont des entreprises, sont des institutions de prévention, des hôpitaux, des lycées également et des collectivités territoriales et bien évidemment des universités. Donc les objectifs sont nombreux, c'est à la fois d'innover dans la professionnalisation pour assurer un maintien dans l'emploi et l'insertion professionnelle, c'est de fédérer l'ensemble des acteurs en faveur de l'attractivité des métiers et de formation, c'est de rénover dans les modules de formation pour justement améliorer cette attractivité et surtout d'accompagner et de maintenir les compétences sur le territoire. Oui, non, j'écoute tout ça, mais je me souviens de tout ce que vous m'avez dit. C'est vrai qu'on a aussi un problème d'attractivité avec les métiers Tout à fait. Et donc, d'ergothérapeute, d'aide-soignant, d'auxiliaire de vie. Tout à fait, c'est pour ça que les enjeux finalement du campus et ces objectifs, j'y suis très attachée parce que je les ai expérimentés sur le terrain. À la fois en tant qu'ergothérapeute qui est un métier qui est très peu connu finalement par le grand public. Qui connaît le métier d'ergothérapeute? J'avoue que je connaissais pas, quand même. Ah, vous avez vu? Donc très peu connu. Peut-être on le rappelle pour les autres, c'est vraiment l'accompagnement des postures. Tout à fait, c'est un métier, c'est une profession paramédicale qui œuvre donc en faveur de l'autonomie, à la fois sur le réaménagement du domicile, mais aussi sur la rééducation et la réadaptation des personnes vulnérables ou des personnes en situation de handicap.
Et donc, sur le terrain, ce que j'ai pu observer, c'est qu'effectivement, il y avait un décloisonnement de la filière, et ce décloisonnement, c'est ce qui finalement ne favorise pas l'attractivité, un décloisonnement et un manque de communication finalement entre les différents professionnels, à la fois entre le corps soignant et le corps de rééducation. Quand j'étais responsable d'assurance qualité, ce qui m'avait posé le plus de difficultés pour la certification, c'était ce manque finalement de communication et de collaboration qu'il y avait entre les équipes. Par exemple, à aucun moment, une infirmière ou l'aide-soignante allait se rendre sur le plateau technique pour observer si le patient autour duquel finalement elle gravite, il avait évolué, il avait gagné en termes d'amplitude articulaire, bien même que cette information on va les aider parce que donc elles font tout ce qui est transfert, elles font tout ce qui est aide au repas, elles font finalement toutes les éléments de quotidien, enfin l'aide sur tous les éléments de la quotidienneté. Tout est utile à nourrir le travail de l'autre en fait. Totalement. Et pourtant, il n'y avait pas cette communication, il n'y avait pas cette collaboration. Et d'ailleurs, dans les établissements, les événements indésirables graves qui surviennent ne sont pas dus à un manque de technicité, mais véritablement à un manque de communication et de collaboration entre les équipes elles-mêmes. C'est hyper intéressant. Alors, quelle solution vous développez? Quel type de formation vous essayez de créer? Je crois qu'il y a la naissance d'un lieu aussi. On a bien compris tout à l'heure qu'un lieu pour faire se rencontrer les gens, c'est essentiel. Je crois que ça a été un des mots-clés de tous les sujets ce soir. Racontez-nous vos innovations. Tout à fait. Les innovations, elles portent sur plusieurs aspects. Effectivement, vous avez abordé la formation, donc sur la formation et surtout sur l'émergence de nouveaux métiers à travers la formation. Et c'est par exemple un projet que nous avons avec le groupe La Poste, que je salue, que je vois ici. Et là Donc La Poste est sur le redéploiement stratégique de leurs postiers. Donc ils étaient déjà engagés dans le domaine de la santé, ils le sont encore davantage avec la création de la filiale Santé et Autonomie, qui est donc dirigée par Dominique Pont. Et donc ils sont sur la création d'une résidence autonomie. Une résidence qui a pour vocation à justement accueillir des personnes âgées qui sont isolées et donc de rompre cet isolement. Et donc pour ce faire, ils ont besoin d'un nouveau métier, de nouvelles personnes qui donc finalement avec des compétences tout autres parce qu'il s'agit justement de connaître l'ensemble de l'écosystème pour pouvoir orienter ces personnes lorsqu'elles ont un besoin, mais surtout... C'est de l'animation. Totalement, et également de l'animation. Et donc nous, on accompagne le groupe La Poste sur l'émergence de ce nouveau métier donc à travers la formation. On accompagne également le groupement Bien Vieillir, qui est un acteur du domicile. Ce sont des auxiliaires de vie qui vont tout à fait, domicile des exactement, et des aides-soignants, des infirmières également. Et donc ce groupement, il aimerait offrir des perspectives d'évolution à ces professionnels, parce que pour éviter justement cette déperdition de professionnels, et donc ils aimeraient offrir des perspectives autres que celles d'être finalement infirmière ou donc suivre une formation qui est longue. Et donc ils ont Parce que, en fait, ce que vous me dites, c'est qu'une auxiliaire de vie qui voudrait devenir infirmière aurait un temps de formation qu'elle ne peut peut-être pas se permettre dans tous les sens du terme. Tout à fait, c'est donc totalement là, ça. on donne des perspectives de carrière à un métier qui n'en avait pas. Exactement. Et donc sur un métier qui est le métier de préventeur, métier qui n'existe pas. Prévention. Exactement, et ce sont donc les auxiliaires de vie avec beaucoup d'expérience qui donc on va former, on va donc sur ces aspects de prévention, à la fois de prévention des risques de manutention, de troubles musculo-squelettiques, qui vont accompagner et s'assurer de l'accueil finalement des nouvelles recrues et les accompagner au domicile, parce que finalement au domicile on est assez isolé. Il y a aussi, il n'y a pas d'acceptation, enfin très peu d'acceptation des aides techniques par les personnes qui sont accompagnées, et donc finalement les auxiliaires de vie, les aides-soignantes, les infirmières, elles se retrouvent assez isolées au sein de... Ça va prendre combien de temps de créer ce nouveau métier finalement? À chaque fois on s'est demandé si on était sur des temps longs ou pas, si on avait des effets... Tout à fait. Pour le groupe La Poste, c'est une formation, c'est un diplôme universitaire sur un an. Pour le métier de préventeur, c'est des modules qui sont assez courts. Donc ça peut rapidement commencer à se mettre en place. Parce que tout ça, ça nous ramène aux questions d'attractivité aussi de ces métiers. Si rapidement, dans ces entreprises, on peut savoir qu'il y a d'autres perspectives, est-ce que selon vous, ça va amener de l'attractivité? Totalement, bien sûr. Il y a à la fois on ramène l'attractivité effectivement à travers l'innovation dans la formation et l'émergence de nouveaux métiers, mais aussi dans le décloisonnement de la filière, dans le décloisonnement de la formation. Et c'est ce que nous mettons en place dans le cadre de notre campus. On a mis en place un module en faveur des étudiants en 6e année de médecine et en 5e année de kinésithérapie sur la prévention du vieillissement pathologique.
Et pour la première fois, nous avons des étudiants de différentes filières qui se rencontrent. Donc là, on a provoqué la rencontre et qui travaillent ensemble sur un objet pédagogique commun. Et donc l'idée, c'est effectivement de le diversifier pour les prochaines années, pour d'autres filières, pour justement amener ces rencontres. Effectivement, moi, ce qui m'avait le plus marqué dans ma formation en ergothérapie, c'est qu'à aucun moment on se rencontrait avec les autres filières. Et donc effectivement, quand on voit le cloisonnement qu'il y a sur le territoire, on le comprend parce qu'en réalité, il est aussi dû à la formation. Dès le départ, nous n'avons pas été formés, on ne nous a pas appris à finalement travailler avec l'autre, à aller vers l'autre et à connaître la diversité et les spécificités de l'autre. Ce que vous nous dites tous, c'est plutôt on conçoit, plutôt on intègre les bonnes idées, quand même meilleurs seront les effets. Pierre Gazon, peut-être un mot, Ajar, sur ce lieu innovant qui est au sein d'un hôpital qui n'est pas sur le territoire, je crois, mais on va quand même en parler. Totalement, mais en réalité, on a deux lieux. On en a un sur le territoire à Vitry-sur-Seine. Mais effectivement, on a donc un espace de simulation qui est sur l'hôpital Albert Chenevier, au sein de l'hôpital Henri Mondor, un espace de simulation qui est à la fois finalement un espace de rencontre où on a à la fois des patients experts, on a à la fois des professionnels, des étudiants, des lycéens, des collégiens qui se rencontrent autour de la formation, et donc de la formation pluridisciplinaire, avec vraiment des modules qui sont assez courts, mais qui s'intègrent finalement dans différents parcours de formation. Et un espace de découverte également, parce que les lycéens et les collégiens viennent également découvrir les différents métiers, de rencontrer les professionnels, et les professionnels viennent découvrir les innovations qu'il y a dans le secteur. Et c'est aussi un levier d'attractivité de ce secteur que finalement de montrer l'ensemble des innovations qui émergent et qui sont également sur le territoire. Et pardonnez-moi, je me permets juste de revenir, vous avez évoqué l'attractivité. Oui. Je pense qu'un élément essentiel, c'est aussi le changement de regard. Le changement de regard à la fois finalement sur la voie professionnelle qui est très fortement dénigrée, et donc forcément ça ne favorise pas son attractivité, et c'est un élément sur lequel nous on travaille à la fois finalement on est vraiment sur la reconquête de cette voie professionnelle, où on travaille sur la mise en place des salons, mais des salons dans un format qui est très innovant, très immersif, parce que finalement ce sont des métiers qui donnent les salons des habitations, hein, vous nous dites. Non, les salons par exemple de l'éducation, des salons des étudiants. Parce qu'il y a un salon de l'étudiant bientôt là. Tout à fait. Oui. Nous y sommes justement demain. Vous pensez que équipement du lieu de vie. Totalement. Non, c'était le salon de l'étudiant. Exactement. Donc, nous y serons effectivement ce vendredi, samedi et dimanche. Et donc pour la première fois, on va vraiment donner à voir sur ces métiers sous un format assez innovant, assez immersif. Donc nous avons des lycéens qui vont mettre en situation les métiers qu'ils vont devoir exercer. Donc on a finalement une représentation de chambres de domicile avec un lit médicalisé, et donc des lycéens qui jouent ces différents rôles. Et le changement de regard également sur finalement les représentations que nous avons sur le vieillissement. Et je pense que tant que finalement on n'a pas changé le regard sur le vieillissement, on ne pourra pas attirer les jeunes. Et d'ailleurs, il suffit finalement de constater le nombre faible à la fois de professionnels, à la fois d'étudiants, à la fois de doctorants qui sont engagés dans cette filière pour finalement se rendre compte que la filière gérontologique, elle n'attire pas. Elle n'attire pas donc dû à ce regard. Et pour moi, c'est vraiment un sujet qui est sociétal, qui touche aussi à la qualité de prise en charge des patients, parce que finalement, une société qui dévalorise, qui dénigre le vieillissement ne peut pas prendre en charge correctement les plus âgés. Et donc voilà, c'est un enjeu sur lequel nous on est très attachés. Et donc nous avons mené un projet qui est en cours actuellement avec des étudiants de l'université de Paris-Est Créteil qui vont dans les établissements du secondaire, à la fois au lycée, à la fois au collège, pour mener des entretiens et des entretiens semi-directifs, des entretiens aussi exploratoires avec les lycéens et les collégiens pour pouvoir identifier et recenser l'ensemble des représentations qu'il y a sur le vieillissement. Et l'idée, c'est d'organiser un créaton par la suite, une fois qu'on aura finalement accumulé l'ensemble de ces représentations, pour pouvoir imaginer tous ensemble, à la fois des enseignants-chercheurs, à la fois des lycéens, collégiens, professionnels, tous autour de la table, pour imaginer des innovations, pour le coup des innovations sociales qui sortent un peu de ce carcan finalement technologique dans lequel elle est souvent très enfermée, pour pouvoir donc contrer ces représentations qu'il y a sur le vieillissement. Eh bien, comme c'est vertueux, bravo à vous. Vous avez déclenché gratuitement. On va revenir entre le cancer, le vieillissement, le bien vieillir, les
Mais En votre réalité, population. les personnes âgées sont aussi très concernées finalement par le Oui. cancer. Oui, oui. Alors, comme maire ou parce que je vieillis aussi? Mettez la question. Par quoi suis-je concerné? Moi, Je comme l'ai mère, vous me taquinez, là. Un tout petit peu. Oui, et je trouve qu'il y a beaucoup d'en commun dans ce qui est raconté sur deux expériences différentes. D'abord, la première est de fond. J'ai dit, des hôpitaux, ils ont été allés juste parce qu'on, pas seulement parce qu'il n'y a pas de place à Paris, mais parce qu'on éloignait les malades, on éloignait les anciens, c'était un hospice, un Paul Brousse aussi, donc on éloignait les malades mentaux, on a un hôpital psychiatrique. L'idée était toujours la maladie, la vieillesse, ce qui s'apparente d'une façon ou d'une autre à une dégénérescence doit être loin des yeux, et c'était ça la logique fondamentale. Quand même, une société qui se réapproprie et le vieillissement et la maladie, non pas comme quelque chose qu'on doit repousser, mais comme quelque chose que l'on traite et qu'on remet en société, est quand même une évolution positive dans la société. Et puis, le deuxième sujet, je trouve, de l'en commun, dans ce qui se raconte, dans ce récit, c'est aussi l'idée que, notamment dans le soin, maladie ou vieillissement, le cloisonnement est un obstacle au bon traitement et à la bonne évolution de l'appréhension des sujets de secours à la personne. Et on voit bien dans les différents métiers là, qui sont cette histoire qui est racontée, l'enjeu c'est au contraire de casser les silos, casser les cloisons et d'aller chercher les compétences, de les enrichir, de les stimuler. Une expérience, un récit, encore une anecdote. Moi qui m'a marqué, mais vraiment parce que je tombais de l'armoire, un médecin de Gustave Roussy, pour illustrer ça, qu'aujourd'hui, et contrairement au XXe siècle où un médecin se spécialisait dans l'absolu, et c'était ça l'enjeu, il me disait, aujourd'hui on souhaite travailler avec l'Institut de géographie. Quel est le rapport? Eh bien, ils se sont aperçus que la lecture des tumeurs, dans la radiologie, la lecture des tumeurs échappait au mode de connaissance historique de formation qu'ont les médecins tradis de l'imagerie. Pourtant, c'est des médecins spécialisés dans l'imagerie. Et il se disait que les géographes, leur capacité à lire la cartographie, étaient capables de voir des points de connexion, des points de connaissance qui seraient peut-être utiles à l'imagerie médicale et pour lire le développement d'une tumeur. Moi, comme maire, en écoutant ça, j'ai eu la même impression, c'est génial, c'est complètement disruptif, voilà, on en est là pour dire, voilà, pour traiter le cancer, demain, le métier de géographe va peut-être être utile, et le savoir-faire de notre institut de géographie sera peut-être utile au traitement du cancer de demain. Merci, voilà, ça nous ouvre d'autres perspectives. Merci à tous les trois pour la thématique santé, Pierre Gargan et Frédéric Kurt. Il est temps d'un petit mot de conclusion. Président, avant d'aller boire un verre, bravo à vous qui avez vaillamment